Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international en direct de Al24 News. Nous parlerons ce soir du deuxième jour du procès intenté par l'Afrique du Sud. Un procès justement qui on a entendu donc lors du premier jour, c'était donc hier, on a entendu le plaidoyer de l'Afrique du Sud qui a présenté quand même un dossier à charge de plus de 84 pages, un dossier assez lourd, démontrant les dépassements et étayant justement au cas par cas chaque élément qui atteste et démontre au fait les crimes et le caractère de génocide contre les Palestiniens. L'antité-sioniste au deuxième jour, c'est-à-dire aujourd'hui du procès, s'est contenté dans son plaidoyer de parler encore et encore du Hamas, oubliant les 23 000 morts et le fait colonial qui a provoqué le 7 octobre. En d'autres termes, Israël n'a jamais été aussi au pied du mur qu'elle ne l'est aujourd'hui, une entité sioniste habituée à être défendue dans ses besoins les plus immondes, devra aujourd'hui trouver d'autres moyens pour convaincre en tous les cas. C'est ce que nous allons voir ce soir avec notre invité que nous allons découvrir dans un petit instant. Alors pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Monsieur Tariq Ramadan, professeur émérite à l'Université d'Oxford. Professeur Tariq Ramadan, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de votre invitation encore et c'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Plaisir partagé, M. Tariq Ramadan. Alors, avant d'entamer le débat, nous allons, et je vous propose de voir ensemble ce sujet signé Safwan Ben Sabri, qui revient justement sur cette histoire de procès intenté à l'entité sioniste. Deuxième jour d'audience à La Haye, suite à une première journée consacrée à la plaidoirie sud-africaine, c'est désormais à l'entité sioniste de se défendre des accusations. Sidération à Tel Aviv, les autorités sionistes se retrouvent pour la première fois de leur histoire sur le banc des accusés. Pour Pretoria, c'est le combat d'une nation après avoir subi et vaincu les méfaits du colonialisme et de l'apartheid. L'Afrique du Sud sait à quoi renvoient ces notions, dont est aujourd'hui accusée l'entité sioniste. Certains disent que la mesure que nous avons prise est risquée. Nous sommes un petit pays, avons une petite économie. Ils peuvent nous attaquer, mais nous restons attachés à nos principes. De son côté, l'entité sioniste invoque le droit de se défendre, un argument qui aujourd'hui ne passe plus auprès de l'opinion publique, alors que l'on dénombre plus de 23 000 victimes civiles, dont 70% de femmes et enfants. En cas de condamnation de l'entité sioniste par la Cour internationale de justice pour génocide, l'Afrique du Sud pourrait alors porter l'affaire au Conseil de sécurité de l'ONU, où les États-Unis pourraient alors utiliser leur droit de veto. Restera alors l'Assemblée générale onusienne, où Pretoria pourrait faire valoir l'ordre de la Cour internationale de justice. Dans ce cas-là, l'Assemblée générale serait en mesure de suspendre l'entité sioniste des activités au sein de l'Assemblée. Le manifester en levant la main. Cela fut le cas en 1974. L'Algérie avait alors permis la suspension de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid suite à un vote de l'Assemblée générale. Ironie du sort, l'entité sioniste avait à l'époque voté contre l'exclusion de l'Afrique du Sud. En 2024, la Cour de justice internationale a rendez-vous avec l'histoire dans un procès qui pourrait marquer une nouvelle ère dans les relations internationales. Alors, comme on vient de le voir ensemble, que finalement l'heure est grave, l'heure est sérieuse. On voit que grâce à l'Afrique du Sud, il y a un procès qui est intenté à l'entité sioniste. Aucun n'a osé le faire. L'Afrique du Sud l'a fait. Alors, Monsieur Tariq Ramadan, pour ce deuxième jour d'audience, Netanyahou a affirmé que les accusations portées contre son pays, d'abord devant cette haute instance judiciaire de l'ONU, étaient des mensonges. Alors jusqu'à la dernière minute et en dépit du plaidoyer qui était assez lourd hier et assez chargé avec des preuves très accablantes attestant qu'il y a bel et bien un génocide, l'entité sioniste continue à parler de mensonges et à nier cette vérité. Oui, tout à fait. Et ça n'est pas pour nous étonner. Il faut regarder un peu tout ce qui se passe depuis le 7 octobre. Déjà, sur le 7 octobre, le gouvernement et l'entité sioniste a menti.
Elle a menti sur les faits, elle a menti sur les morts. C'est quand même extraordinaire que, après l'effet d'annonce, on ait vu à la baisse le nombre de morts qui ont été annoncés d'abord. Donc ceux qui mentent aujourd'hui, et les mensonges perpétuels depuis le début, mais ce n'est pas depuis le 7 octobre, c'est un mensonge qui fait partie de l'histoire de ce pays-là. Ils n'ont eu de cesse de mentir depuis le début. Et aujourd'hui, au moment où l'Afrique du Sud, dont il faut saluer le courage et ce que vous avez cité tout à l'heure dans votre petit reportage de ce représentant d'Afrique du Sud qui dit « on nous a dit qu'il y avait un risque ». Nous sommes un petit pays, il pourra y avoir des sanctions économiques. Le problème, c'est qu'effectivement, on voit un pays qui a eu une ligne depuis longtemps, l'Afrique du Sud. Elle a été claire avec Nelson Mandela, elle reste claire. La majorité du pays du monde majoritairement musulman ou des pays arabes sont absents de ce point de vue-là. Donc il faut saluer cette initiative qui permet aujourd'hui de mettre les choses au clair, c'est-à-dire de rappeler le droit et de mettre en évidence qu'au nom du droit, nous sommes devant une dérive génocidaire et un génocide caractérisé. Les plaidoiries d'hier de ceux qui sont intervenus au nom de l'Afrique du Sud sont accablantes pour l'entité sioniste, sur les faits, sur l'histoire, sur les propos des ministres et des responsables du gouvernement israélien. Tout ceci concorde pour aller vers une seule conclusion. Et ce que nous avons aujourd'hui comme réponse, c'est le gouvernement et les avocats du gouvernement israélien qui répètent comme si tout cela était suffisant, qu'en fait c'est la réaction à un acte génocidaire. Le 7 octobre aurait été un acte génocidaire, c'est-à-dire que quand des avions israéliens tirent sur leur propre population, on va faire porter la responsabilité aux Palestiniens d'avoir tué des propres civils israéliens tués, parce qu'on le sait aujourd'hui et que cela est dit par les journalistes israéliens eux-mêmes. Eh bien on dit, ben voilà, le 7 octobre c'était le début du génocide, mais à l'envers. Donc cette inversion des rôles, cette façon de se présenter toujours comme partisans de la lumière et de la vérité alors que c'est les partisans des ténèbres et des mensonges, qu'ils se présentent comme des victimes alors que ce sont les agresseurs, qu'ils se présentent comme étant sur la défensive alors que ce sont eux qui occupent, ceci est une chanson que nous connaissons depuis le début de la création. J'aimerais dire juste un dernier élément, ce qui est véritablement révoltant, c'est de voir les organes et les médias occidentaux, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Australie, qui n'ont rien couvert des plaidoiries d'hier. Oui. Et qui couvrent aujourd'hui les plaidoiries des défenseurs et qui font même venir des analystes de la plaidoirie ou des plaidoiries et qui sont basés eux-mêmes à Tel Aviv ou à Jérusalem pour pouvoir donner, soi-disant, une analyse objective. C'est absolument, mais véritablement, c'est la cerise sur le gâteau. Non content d'être silencieux devant les massacres, on est même silencieux devant la clarté du droit. Et le droit aujourd'hui international dit que Israël est entré et s'est engagé non pas simplement dans une dérive génocidaire, mais dans un projet qui est un génocide. Vous faites bien de le dire parce qu'on a l'impression que quand même aujourd'hui, c'est comme une sorte de leitmotiv ou un certain refrain, d'ailleurs un vieux refrain, qui est tout le temps répété par l'entité sioniste. On n'a même pas besoin de faire d'efforts. À chaque fois, comme ça a été dit par Benjamin Netanyahou lors de cette visioconférence, en disant il s'étonne que son pays soit accusé de génocide. Il dit que alors que nous combattons les génocides 7 octobre. Donc, ils sont restés bloqués sur le 7 octobre pour eux. Alors 200 morts contre 23 000 ou plus, voire plus au jour d'aujourd'hui. Et ils continuent à parler de génocide qui a été fait alors que le véritable génocide, pour eux, c'est un conflit. Il s'agit d'un conflit. Tout à fait. Et ce qu'il y a surtout, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut que nous disions, parce que tout à l'heure, vous mettiez en évidence le caractère tout à fait exceptionnel de ce qui se passe à La Haye, avec l'intervention et la requête de l'Afrique du Sud.
c'est exceptionnel. Maintenant, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Même la Cour internationale de justice est téléguidée, est sous le contrôle par les personnes qui y sont, par les décisions qui y sont prises, par des injonctions politiques internationales. Ce n'est pas que le droit qui se décide là-bas, ce sont des conflits d'alliances politiques et de représentation. Donc ce n'est pas du tout gagné, parce que ceux d'entre nous qui pensent que le droit international, c'est le droit qui prévaut au-delà de la politique internationale, sont de grands naïfs. Le droit international, c'est un droit qui est soumis aux politiques internationales et qui sont le fait de quelques superpuissances et dans lesquelles il faut intégrer Israël. Parce que depuis 1948 et 49, et puis ensuite 1967, et puis ensuite dans pratiquement, nous arrivons à 68 résolutions des Nations Unies. Ils se moquent du droit international. Oui. Mais ce n'est pas simplement Israël. Israël le suit en cela les États-Unis qui se moquent du droit international. Quand ils font un boycott en Irak et que ça tue 500 000 personnes, ils s'en moquent. C'est un droit que l'on appelle à faire respecter à ceux que l'on soumet, mais auquel on ne se soumet jamais quand on est une superpuissance et auquel Israël, de ce point de vue-là, elle n'a qu'à verbalement inverser les choses. Ah ben nous sommes les victimes et nous sommes sur la défensive et nous sommes en train de réagir à une agression. Je veux dire, 68 ans d'agression et de nettoyage ethnique et elle se présente encore comme une victime. Donc il faut bien que nous comprenions que ce discours qui inverse les choses, il est lié à un véritable rapport que ce pays a avec le droit international. Il suffit d'inverser les mots et de ne pas respecter le droit, et ça marche, et ça a toujours marché. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en face de la même situation. La différence que Israël paiera très cher, c'est ce que vous avez dit dans votre reportage. Les opinions publiques internationales sont aujourd'hui au plus clair de ce qui est en train de se passer. Elles ne sont plus dupes parce que le serpent s'est mordu la queue. Les réseaux sociaux, et même s'il y a un shadow banning, même si Zuckerberg sur Facebook fait enlever tout ce qui pourrait être critique par Israël, même si c'est la même chose sur Instagram, même si c'est la même chose sur X aujourd'hui, eh bien malgré tout, les informations font que les populations à travers le monde se réveillent et que ceci est peut-être au-delà même du droit une chose que Israël ne pourra pas ne pas considérer dans le proche avenir. D'ailleurs parce qu'elle a des problèmes internes, d'ailleurs parce que c'est un pays qui est lui-même sous pression énorme de l'intérieur, mais parce que la pression de l'opinion publique, elle ne pourra pas faire comme si elle n'existe pas. Alors, en dépit de tout le plaidoyer qui a été donc aujourd'hui étayé par l'entité sioniste, ne pensez-vous pas, Tariq Ramadan, justement, que ce plaidoyer, parce qu'à chaque fois, on remettait en cause le Hamas revenait souvent dans les discours des uns et des autres. D'ailleurs, le conseiller juridique du ministère de l'entité sioniste des Affaires étrangères, Tal Becker, a été un peu plus loin en accusant l'Afrique du Sud d'avoir des liens avec le Hamas. Alors vous voyez ce genre d'accusation, c'est-à-dire devant le manque peut-être de preuves et d'arguments, on va vers des accusations, c'est tellement plus facile. Alors je disais, en dépit de tout ça, est-ce que vous ne pensez pas que ce plaidoyer ou cette position aujourd'hui d'entité sioniste, c'est une fuite en avant finalement? Oui, c'est une fuite en avant. En même temps, c'est le prétexte perpétuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se rende compte que cette construction idéologique, elle date depuis longtemps. Dans un petit livre que j'ai écrit demandant aux gens de se lever, ça s'appelle « Levez-vous », je revenais à partir de 2001 sur la construction de ce terrorisme qui est partout. Et donc maintenant, vous l'avez vu, au nom du terrorisme, les États-Unis peuvent surveiller, on a tout permis au nom du terrorisme,
terrorisme pour notre bien. Et Israël, à son niveau, fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que l'opposant, le résistant, mais encore une fois, hein, vous le savez, votre histoire en Algérie, avec les forces d'occupation françaises, elles le savaient, les Français ont appelé les Algériens qui leur résistaient des terroristes, et puis finalement, comme c'était des terroristes, au nom du fait que c'était des terroristes, la torture devenait possible, les exactions, le non-respect du droit, tout ceci est devenu possible puisque ce sont des terroristes, et le terroriste, par définition, a un statut infrahumain. Eh bien, avec la Palestine, c'est ce que l'on fait. Tous les médias occidentaux ont accepté le fait de réduire le conflit, c'est Israël contre Hamas, et non pas Israël contre les Palestiniens. Ça, c'est un. Deux, qui est Hamas? Une organisation terroriste. Et cette organisation terroriste, eh bien, elle a cette particularité qu'ont tous les terroristes, c'est qu'elle est une organisation dont la périphérie est partout et dont le centre nulle part, pour reprendre la formule de Pascal. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est suspecté de faire partie du Hamas. À partir du moment où vous l'avez défini comme terroriste, eh bien, qu'est-ce que vous allez dire? 3 journalistes sont tués hier. Ah, mais vous savez, ils étaient du Hamas. Voilà. On bombarde un hôpital, mais vous savez, dessous l'hôpital, il y avait le Hamas. On bombarde un immeuble et on dit qu'il y avait des gens du Hamas. Vous dites, mais tous les gens qui étaient présents dans cet immeuble collaboraient d'une certaine façon. Donc vous êtes des collaborateurs, les bébés sont des futurs Hamas, et donc on peut les tuer aussi, puisqu'ils sont ce qui va advenir à l'avenir, c'est-à-dire nourris au biberon du Hamas. Ils seront des terroristes demain, autant qu'on les élimine tout de suite. Vous voyez cette logique-là, qui est une logique d'horreur, qui est une logique, encore une fois, comme le dit Ilan Pappé, comme le dit Warshawski, comme le disent des historiens israéliens, comme le disent un certain nombre d'intellectuels à travers le monde, c'est la même rhétorique que ce que l'on a trouvé chez les Allemands qui s'en prenaient aux Juifs en disant ils sont de futurs idéologues de la cause anti-arienne, ils sont de futurs terroristes, et donc tout est possible. Vous voyez cette logique-là, oui. Il faut absolument aujourd'hui que sur le plan intellectuel, que sur le plan idéologique, comme sur le plan historique, nous ayons la force intellectuelle de le dire, la connaissance historique pour le prouver, et puis le refus de tomber dans ce piège dans lequel nous mène aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans la condamnation de Hamas, eh bien, vous êtes finalement un potentiel allié, et on aimerait décrédibiliser votre parole. Il faut leur rappeler à tous ces gens que le premier, effectivement, de ce point de vue-là, ils ont raison, mais les Chinois l'ont dit aussi, et les Russes l'ont dit aussi, le Hamas est une organisation de résistance. Point à la ligne, vous ferez ce que vous voulez, mais il résiste à quoi? Eh bien, à ce que le droit international a reconnu, une occupation illégitime, illégale de terres qui n'appartiennent pas aux Israéliens. Selon vous, Tariq Ramadan, est-ce que ce procès qui a été entamé par la CIG grâce, comme je le disais tout à l'heure, à l'Afrique du Sud, qui a tenu bon et qui a vraiment été solide dans cette affaire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il ouvre un petit peu la porte de Pandore pour l'entité sioniste qui longtemps justement a été conforté dans sa position jusqu'à l'impunité? C'est qu'il y a justement, si vous voulez, proféré ce genre de dépassement à chaque fois du droit international. En d'autres termes, est-ce que vous pensez que d'autres procès suivront? Et on sait très bien qu'il y a justement une plainte au niveau de la CPI. Alors écoutez, j'aimerais être aussi optimiste qu'on peut l'être quand on voit ce qui se passe, mais les réalités historiques, les réalités des enjeux de pouvoir et des rapports de force qu'il y a même au sein de la CIG, de ce point de vue, me font rester extrêmement prudent. On va voir ce qui va se passer, mais j'ai de grands doutes sur le fait qu'ils auront le courage d'aller jusqu'au bout, je veux dire par là les juges, en faisant en sorte de prendre une position qui serait à minima de dire qu'il faut que ça cesse tout de suite. C'est-à-dire que là, on est entré dans quelque chose qui est effectivement
sur le plan du droit, sur le plan des articles du droit, sur le plan du droit international, sur le plan de la Convention sur les génocides, on y est entré. Donc on est déjà dedans et donc il faut que ça cesse. Est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Je ne le sais pas. Mais ce que je retiendrai et qui va dans votre sens, c'est que c'est la première fois que ceci se passe, mais il faut aussi dire que c'est la première fois qu'au vu et au su de tous, Israël agit de cette façon-là, alors que finalement avant elle agissait de la même façon, avec le même dédain, avec la même arrogance, avec la même inhumanité, avec la même déshumanisation des Palestiniens. Eh bien cette fois-ci, quelque chose se passe. Le problème pour nous, c'est quand même de dire, mais les médias occidentaux, mais vous n'avez honte de rien en fait. Oui. C'est-à-dire que même quand on va sur le seul terrain qui devrait nous unir, à savoir le droit international, vous ne couvrez pas le premier jour et vous surdéterminez les interventions des Israéliens le second jour. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes non seulement des complices silencieux de ce qui est en train de se passer dans les tueries à Gaza, mais vous êtes des complices légaux de ce qui est aujourd'hui l'intervention, et vous vous mettez du côté de la défense israélienne, c'est-à-dire que vous avez pris un parti pris par rapport à la justice, non content d'avoir pris un parti pris au niveau de la politique d'Israël. Absolument. Tariq Ramadan, alors si on fait confiance à la CIG, qui est donc l'une des plus grandes instances de l'ONU, si on fait confiance dans le sens où si des scénarios doivent être élaborés, quel serait selon vous le pire et quel serait le meilleur, vu qu'on doit quand même attendre le résultat des plaidoyers et après avoir écouté les deux parties? Alors, le pire, pour commencer par le négatif, ce serait que la CIG détermine que, effectivement, elle entend ce que dit Israël et qu'elle accepte que le fait de tout ce qui est en train de se passer là est lié à deux choses. C'est une réaction à une agression palestinienne, et deux, il n'y a pas, avec tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'ont dit les représentants et les représentants politiques israéliens, il n'y a pas d'intention génocidaire. Donc, malgré tout ce qu'ils ont dit. Donc ça, ce serait le pire, c'est-à-dire qu'une décision, mais qui, en même temps qu'elle serait entendue, discréditerait d'une certaine façon, parce que l'avocat sud-africain a raison, c'est un rendez-vous que cette cour a avec l'histoire, parce que, d'une certaine façon, cette cour, elle a une fâcheuse tendance à ne condamner que les gens du Sud, en fait, que les Africains, que les gens du Sud. C'est-à-dire que, moi, je l'ai dit à l'époque, je lui ai dit, mais un des premiers qui devrait se retrouver là-bas, c'est Bush, qui aurait dû se retrouver là-bas. Et avant lui, avec le boycott, il aurait fallu que Clinton y soit. Mais les Blancs et les riches n'y sont pas, d'une certaine façon. Donc, c'est plutôt les pays riches, les pays pauvres, ou alors ceux qui sont discrédités en Europe de l'Est par rapport à l'Occident. Donc ça, c'est un premier. Et le mieux qu'on puisse, la meilleure des hypothèses, ce serait effectivement que il y ait une reconnaissance de l'action génocidaire ou à minima de la dérive génocidaire, et que la Cour exige qu'il soit mis fin immédiatement à l'agression israélienne sur Gaza. Ce serait ça l'idéal, et c'est ce qu'on pourrait attendre. C'est, encore une fois, vous voyez que la solution, elle ne viendra pas de cela. La seule chose qu'on peut espérer, c'est qu'une cour décide qu'il faut cesser immédiatement l'intervention. Et même si cette cour prenait cette décision, on a tellement vu Israël faire fi de toutes les décisions en termes de droit international qu'il se pourrait qu'elle fasse peu cas de la décision. Et dans ces cas-là, c'est une autre question qui se pose. On pourrait dire même, si elle ne fait pas cas, alors qu'est-ce que cela impliquerait? Brièvement. Ce que ça implique, c'est qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'il faut quand même entendre qu'ils nous ont annoncé que ça sera des mois, que ça allait continuer peut-être même sur une année. Mais qu'est-ce qui va continuer sur une année? Ils veulent faire quoi finalement? C'est-à-dire véritablement continuer le massacre, aplatir complètement Gaza, pousser
les Palestiniens à devoir chercher d'autres alternatives. Quel est leur objectif quand ils nous disent on veut détruire tous les tunnels du Hamas et tout ceci? Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Donc, s'il y avait une décision qui n'était pas respectée par Israël, on peut tout à fait imaginer qu'aux yeux et au vu et aux yeux de tous, eh bien, Israël continue et aille jusqu'au bout de son projet. Merci beaucoup. Et encore une fois, vous verrez les Américains et l'Occident ne pas aller dans ce sens-là, comme ils l'ont fait là maintenant. Il faut juste qu'on dise une chose, c'est-à-dire que ce qui vient de se passer la nuit dernière avec les États-Unis et leur coalition anglaise, et puis qui sont intervenus sur des bateaux, alors qu'ils nous disent qu'ils ne veulent pas agrandir le champ de bataille, sont en train d'aller dans une dérive absolument inacceptable et qu'il faut condamner. Merci. Effectivement, nous voulions tout à l'heure revenir sur cette action contre les Houthis qui a été très rapide, contrairement à ce qui se passe à Gaza où la lenteur est de mise. Merci beaucoup, M. Tariq Al-Hamadan, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université d'Oxford. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour d'autres numéros de l'Échiquier international. Au revoir.